Salut à tous et bienvenue dans le No Limit Nati podcast. On est sur le sixième épisode déjà. Ça continue encore d'avancer, c'est vraiment cool. Et merci à tous d'être là. Merci à tous bien sûr pour votre écoute. Comme d'hab, que ce soit Spotify ou que ce soit YouTube. J'espère que tout le monde va bien au moment du podcast et même après en soi. C'est toujours le plus important. Comment tu vas du coup, Flo? Bon, moi, ça va très, 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 très bien. Malgré, du coup, voilà, on est à 11e semaine de cut. J'ai eu ouais, je dirais peut-être la dernière semaine, avant-dernière semaine, c'était un peu plus compliqué. Niveau fatigue, niveau énergie à l'entraînement et global. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi et je pense que c'est la meilleure journée que je fais depuis très longtemps. Donc, j'ai envie de dire, je prends, tant mieux. Non, mais sinon, dans la forme, ça va très bien. Le physique bouge bien, je suis content. Là, il va y avoir les compétitions qui vont commencer pour la saison B avec la team et avec tes athlètes. Donc, hâte de voir tout ça. Samedi prochain, du coup, je pourrai aller voir Julien, qui est un coaché du coup Yes. par Florian, qui fait AFBBN à côté de Montpellier, à Béziers. Donc, j'ai hâte de voir comment rend Julien. Julien a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières semaines. La ligne est absolument folle. Donc, hâte de voir tout ça, hâte de voir plusieurs shows de différentes fédés. Et après, du coup, ben, le show sur lequel on se retrouvera, ça sera Montargis WNBF, où du coup, tu amènes quand même pas mal d'athlètes. Il me semble trois mecs de la team, dont Julien plus Ophélie, c'est ça? En tout, du coup, quatre. Ouais, on a trois classiques physiques, trois bodybuilding et une bikini du coup. Donc Ophélie, ouais, c'est ça, exact. Ok. Je Donc, du m'excuse beau d'avance, je monde. suis en train, je sais pas si pour ceux qui le voient, je sais pas si on verra le plat, mais je suis en train de manger. Je vais le montrer ici. C'est l'heure Il de est la assez collation. copieux. Du coup, je vais essayer de. Si jamais il y a trop de bruit ou quoi, tu me le dis. Genre Bon, de ça bruit de va. bouche quand je mange, je couperai juste le micro au moment où tu parles toi. Comme ça, on est sûr que ça te dérange pas trop. Je m'excuse d'avance. Yes. Et ouais, effectivement, ça avance. Là, au moment où je fais le podcast, j'ai pas encore eu le retour, mais j'avais Léo également qui a concouru, qui va concourir du coup à Hmm. la WNBF, mais qui a concouru là. À Nantes pour ACP, donc c'était une compétition non testée, donc c'est pas une fédé nature. Enfin, ils ont une partie naturelle, mais là c'était une compétition qui était du coup non testée, simplement parce qu'en fait c'était une première compétition. Elle était à un peu plus d'une heure de chez lui, et on avait j'avais juste envie que, enfin, voilà, de le voir, enfin voir sur scène, voir un peu ce que ça donnait, et qu'il ait, on va dire, une première expérience pour être tranquille après derrière pour la WNBF. Effectivement, j'ai pas encore eu le résultat. Il a concouru en classique physique. Ça doit sans doute être le plus, je pense, le moins volumineux de la KT parce qu'effectivement, il est naturel et on est dans une KT de poids qui est quand même assez compétitive. Donc, j'ai hâte quand même de voir les photos, de voir un peu ce que ça a donné. Voilà, au moment où je fais le podcast, j'ai pas encore eu les retours voilà, je tiendrai au courant. De toute façon, sur Instagram, au pire, ça se verra, mais j'ai hâte de voir parce que il a une très belle ligne aussi. Ça a été Et un les plaisir aussi de quadriceps, travailler avec lui depuis le début. Donc, c'est vraiment cool. et les quadriceps qui seront certainement au niveau des personnes contre lui. Au moins, il aura le bas du corps qui C'est vrai, sera certes. il a un bon bas du corps. On a bien rattrapé aussi au niveau des pecs. Il a une bonne chaîne postérieure qui est bien déchiquetée, bien shred. Au niveau des ischios, au Hâte de niveau du voir les bas du photos. dos, au niveau du dos en général. Donc, effectivement, ça peut, si certains arrivent pas forcément ultra conditionnés, il peut gagner effectivement sur ça. Mais voilà, le but, en fait, on n'attendait rien de spécial ni une carte pro. Je sais qu'il y a la possibilité derrière de faire un show pro dans la foulée, ce qu'il a expliqué, mais on n'a pas forcément l'objectif de ça. Le but, c'est pas de se fatiguer trop. Il a fait son voyage tranquille, c'est à côté. Il a fait son time lui-même. On fait la compétition, il arrive. On a prévu en fait la journée comme si c'était une séance. Au lieu de faire sa séance, il fait son entraînement. Donc on a eu un petit Ok. carb up, on a remonté les calories vraiment tranquillement et on repart Une première en expérience. mission pendant environ une semaine selon comment son physique va réagir avant du coup de préparer la WNBF. WNBF du coup Montargis qui est le 28 pour lui. Non 29, non 28, c'est ça. C'est 28 le dimanche 28 parce que le samedi c'est le 27 pour les femmes et certains gars aussi. Donc le 28 et on aura sans doute une montée des calories qui va arriver entre fin de la semaine prochaine slash début de celle encore d'après à peu près. Effectivement un bon là cette fois-ci une vraie piqûre parce que là c'était vraiment juste un petit carb up. Yes. Et du coup, toi, tu l'abordes comment un peu là, le week-end de Montargis? T'es confiant? T'as hâte de voir certaines personnes de tes coachés sur scène, le niveau, l'organisation, dis-moi. Ouais, bah, effectivement, comme chaque week-end, un peu de compétition, toujours un petit peu plus effectivement, de stress qui arrive parce que les objectifs des personnes qui concourent, c'est aussi un petit peu les miens. Ils sont sur scène comme si moi j'étais sur scène, donc il y a les mêmes attentes, les mêmes objectifs de toujours faire une bonne passe, que je suis compétiteur. Et du coup, bah, eux aussi, ce sont des compétiteurs. Donc il y a toujours cette attente-là. Maintenant,
hâte de voir effectivement le niveau. Je vais me concentrer principalement sur le niveau du coup des personnes bien sûr que j'amène dans leur catégorie pour voir où ils en sont. Les qualifications, s'il y a qualification derrière, et bien sûr le show aussi en général, parce que c'est toujours bien de prendre des informations, Hmm. sachant que c'est le seul show WNBF qu'on a en France pour qualifier ensuite à l'international. Donc c'est quand même important d'avoir un show qui est bien. Sachant que ça a explosé au niveau des personnes, je crois qu'on est, je crois, plus de 300 personnes, ou quasiment 300. Donc c'est quand même vraiment vraiment cool. Je pense que ça va être compétitif, il y aura du monde et ça permettra de prendre la température un peu pour les années prochaines, parce qu'effectivement chaque année ça step up de plus en plus. Ouais. Donc j'ai hâte de voir le niveau. Mais je sais que le physique sera là. Je suis confiant sur ça, ils ont la mentalité, ils ont tout ce qu'il faut. Julien aura déjà eu son passage à la FBN la semaine d'avant, Hmm. pareil, un peu d'expérience. Il y a juste Ophélie du coup qui aura jamais eu encore d'expérience sur scène ouais c'est ça, ouais effectivement, ouais et Clément du coup aussi Clément? Ouais. Clément aussi ouais, qui aura pas encore été sur scène, mais voilà ils ont révisé le posing, un bon posing, donc il y a pas de souci aussi pour ça. De bonnes premières expériences. Ok, du Exactement. coup, ce podcast-là, si on se trompe pas, c'est le sixième épisode du No Limit Nachi et podcast. Et on va reprendre aux questions qu'on a pu recevoir et pas forcément pu répondre durant les podcasts. Parce que comme vous l'avez sûrement vu, écouté, on a souvent abordé pas mal de sujets en longueur. Et donc, pour ne pas faire durer trop les podcasts, on évitait de répondre à 6 7 questions sur la fin des podcasts où voilà, trop de questions. Du coup, il nous restait pas mal de questions en réserve. J'ai aussi ouvert une boîte à questions sur mon Instagram du coup hier. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, toujours bon de le rappeler, vous pouvez nous suivre. Donc FloPTR sur Instagram, Florentin.tf également sur Instagram. C'est là où on communique par rapport au No Limit Natch podcast. Il y a aussi le compte en lui-même où on repartage des extraits pour simplement vous informer sur des petits formats courts et également là où on met les boîtes à questions. N'hésitez pas, du coup j'avais du coup ouvert une boîte à questions sur laquelle on a eu de nouvelles questions. Et le but du podcast, ça va être de pouvoir donner nos avis sur ces questions qui sont quand même assez diverses. Il y a un peu tous les sujets, donc ça va être plutôt intéressant. Et encore une fois, si vous avez des questions supplémentaires pour d'autres podcasts, une prochaine FAQ potentielle, n'hésitez pas déjà à participer dans les boîtes à questions qu'on met à peu près toutes les 2 semaines sur nos Instagram respectifs. Et en commentaire YouTube, en commentaire Spotify, l'épisode est aussi sur Spotify. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à poser des questions, ça peut nous servir en termes de sujet, ça peut nous servir à y rebondir pour faire de nouveaux épisodes comme on le fait aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va prendre les questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions telles qu'elles viennent. Donc potentiellement, tous les sujets seront mélangés. Mais je trouve que c'est bien, comme ça on fait pas des gros blocs sur un sujet. Et s'il y a un certain sujet qui ne t'intéresse pas, bah, tu vas pas devoir te taper 25 minutes d'écoute pour quelque chose qui ne t'intéresse pas. On va passer d'un sujet à l'autre et à rebondir assez, en tout cas de la manière la plus fluide possible. Donc la première question, ça va être comment savoir lorsque l'on s'entraîne trop dur sur un groupe musculaire ou pas assez. Donc, la question un peu sous-jacente, c'est ben, est-ce que j'ai trop de volume ou pas assez de volume sur un muscle? Donc, je vais commencer à répondre. J'attends que Flo, tu finisses et tu donneras si jamais Non, t'as des variantes à dire sur ça- ce que je voulais dire. je sais que Euh, tu répondras bien, j'ai pas trop peur, t'inquiète. euh, Comment savoir si tu t'entraînes trop dur ou pas assez finalement? Donc trop ou pas assez? Est-ce que tu as ouais, trop de volume ou pas assez de volume sur un muscle? Je pense que dans les deux cas, le résultat sera le même, c'est-à-dire une croissance musculaire sur le groupe en question qui ne sera pas celle que tu veux, celle pour lequel ben, tu t'entraînes et tu mets tes efforts. Si tu t'entraînes trop peu, le résultat, bah, du coup, ça sera pas assez de tension sur ton muscle, donc pas assez de croissance musculaire. Comment savoir si tu t'entraînes trop peu? Encore une fois, c'est comment savoir si tu n'as pas assez de volume sur un groupe musculaire. Ça peut dépendre du groupe en question. Certains groupes vont répondre mieux à un volume un peu plus élevé. Je pense notamment au dos, même si c'est pas un groupe en lui-même, c'est une composition, on va dire, de groupe musculaire. Donc forcément, faut varier les angles. Il y a plusieurs types de muscles, donc tu auras beaucoup plus de volume sur un dos que sur des deltoïdes latéraux, par exemple. Mais ça va surtout dépendre de ton niveau. Si tu es débutant, j'ai tendance à te recommander un volume qui va être plutôt haut. Donc,
une bonne fourchette pour le volume, on en avait déjà parlé, c'est souvent entre 10 et 20 répétitions. C'est pas que en dessous de 10 tu progresseras pas et c'est pas qu'au-dessus de 20 tu ne progresseras pas. Ça dépend de ton niveau, de qui tu es et de ton passif. Mais c'est une bonne fourchette pour avoir une bonne idée. Si tu es débutant, je pense que passer sur un volume un peu plus élevé, donc plus que la fourchette basse, c'est-à-dire 15-16, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assez de niveau pour mettre assez d'intensité pour rentabiliser un low volume. Par exemple, donc mettre 11-7 dessus, on sait que tu ne mettras pas assez d'intensité pour engendrer assez de tension et avoir une bonne croissance. Donc si tu es débutant, visez un peu plus haut. Si tu es intermédiaire, ça veut dire que tu t'entraînes depuis un petit moment, que tu connais la plupart des mouvements, que tu les réalises plutôt pas mal, mais qu'au niveau de la masse musculaire, c'est pas encore ça. Là, j'aurais tendance à placer un volume qui est pas trop élevé, tout simplement pour te laisser une marge de progression. Donc je dirais 12-13 parce que normalement tu commences à savoir mettre de l'intensité, donc tu vas pouvoir progresser et évoluer. Et si tu es, on va dire, vraiment bien avancé, donc que tu commences à avoir une bonne masse musculaire, que tu sais vraiment aller à l'échec, etc. Là, tout dépendra de est-ce que c'est un focus, est-ce que c'est un point faible, un point fort, tout simplement. Donc ça, c'est voilà. Au niveau du volume, est-ce que tu t'entraînes trop? Est-ce que tu t'entraînes pas assez? Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton passif. Mais dans tous les cas, si tu as trop de volume, au final, tu vas pas récupérer et tu vas le sentir. Normalement, une progression, c'est ben, ça va vers le haut, hein, c'est une progression. Pour le coup, si tu ne progresses pas, alors que tout le reste suit, ta diète, ta routine, etc., c'est potentiellement parce que tu récupères pas assez. Et si en fait tu n'as jamais réussi à progresser, bah, c'est potentiellement que tu as pas assez de volume. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc c'est assez large, toujours ça dépend de beaucoup de choses, niveau, qui tu es. euh, et voilà. Est-ce que tu as Ouais, des choses à rajouter? franchement, j'ai pas grand-chose à redire. Je suis assez d'accord avec toi. Là, on parle vraiment de l'entraînement, donc on part du principe que tout le reste est optimisé. Et comme tu Hmm. disais au début, euh, pourquoi en fait au début tu as plus souvent de volume? Parce que simplement au début, tu as rarement, la plupart des gens, un très 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 gros point fort. Tu vois, quand vraiment on parle, tu commences la Ouais, musculation, donc en gros, tu vas mettre du volume assez haut un peu partout. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir adapter. Effectivement, le mec qui s'en sort avec des bons quads, ben, ok, ça se trouve 6 sets de quads, 6 sets uniquement sur les quads, ça va les suffire. D'autres personnes auront besoin potentiellement de 12 13 du moment que tu récupères bien. Donc en fait, comment savoir si tu t'entraînes trop ou pas assez? Moi, ce que j'aurais tendance à répondre, et je pense que c'est pour la plupart des gens qui posent la question, toujours le cas. Euh, la plupart des gens, de toute façon, n'en font pas assez. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir peur de s'entraîner trop. ouais, Tu t'entraînes pas trop. Tu peux sans doute faire plus à partir du moment où c'est bien optimisé. Et si jamais tu es déjà à fond sur l'entraînement, regarde à côté. Ok. Pense aussi à la diète, comment elle est, ta routine de sommeil, comment elle est, ta dépense aussi, comment elle est. Et après seulement, tu pourras adapter. Si vraiment ouais. il n'y a pas de coach derrière qui peut regarder. Mais en tout cas, effectivement, pour la plupart des personnes, et c'est ce que j'ai l'habitude de répondre vraiment à ça, et c'est être un peu direct et un peu mettre tout le monde dans un même sac, mais la plupart du temps, vous vous entraînez pas assez. Vous vous entraînez pas assez, il n'y a pas assez. Alors, c'est pas qu'une question d'intensité, c'est une question de volume en général. Donc, voilà, faut pas avoir peur. Je pense que dans un monde actuellement où il y a de plus en plus de très très bas volume, il faut pas forcément écouter tout à 100%. Les personnes qui prêchent ça sont souvent des personnes ultra expérimentées. On prend toujours C'est l'exemple ça. effectivement de Train by GP, mais un Train by GP, il est tellement fort et il met tellement d'intensité, de connexion nerveuse et de poids qu'en fait, une simple série de belles squats pour lui va rentabiliser 30 séries de belles squats pour toi. Donc C'est en fait, ça. ça, tu peux Mais pas voilà, prendre ce gars-là comme modèle, au-delà qu'il n'est pas naturel en plus de ça. Donc effectivement, il y a que ça. Et il et faut est-ce qu'il est comprendre en aussi low les volume choses. aussi, ça? Il est même C'est pas ça. Et forcément en low puis, volume. et Il justement, c'est s'entraîne ça, il faut quasiment aussi en full comprendre une chose, body c'est tous qu'au les au jours. final, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas, si tu comptes bien, c'est pas un low volume, c'est ce qu'on explique souvent, c'est que si tu veux rattraper tes pecs et que tu as 6 séries sur ta séance de push A et que tu en as 6 sur ta séance de push B, ça te fait 12 séries sur la semaine. 12 séries, t'es déjà Pour plus lui, en hein. low volume, puisqu'on dépasse les 10. Tu vois, tu commences à être, alors pas forcément en priorisation maximum, d'être plutôt monter vers les 15, je dirais, pour être en priorisation maximum, voire même plus. Tout dépend de ta récupération. Mais tu vois, ça commence déjà à faire beaucoup plus que juste si tu en as que 6. Et si tu veux prioriser mais tu en as que 6, là, c'est juste que tu as mal compris le principe du low volume. Parce qu'au bout d'un moment, tu auras beau faire ce que tu veux, même si tu sais t'entraîner très fort, il faut quand même mettre du volume. C'est la base même de la progression. Il n'y a pas d'intensité ou de volume. Les deux, pour moi, vont de pair. Il faut juste savoir les encaisser correctement et intelligemment. Je Ouais, pense c'est qu'on a, ça. ouais. Bien Je répondu. savais que Et chacun aurait son mot à dire, mais on verra. Il y aura peut-être des questions où tu seras d'accord ou je serai d'accord. Mais là, je pense qu'effectivement, en fait, j'ai juste
Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu as pu dire sur le fait que il faut pas trop, ouais, faut même pas trop se prendre la tête en vrai. Faut Ouais, juste y aller. et comme tu disais, je connais personne qui est en surentraînement. Vraiment, je connais absolument personne qui est en surentraînement. C'est à part Souvent, quand c'est t'es pas en... l'entraînement le problème, c'est la récupération derrière. Ouais, C'est c'est ça. tout ce que tu mets à côté, ton job, etc. C'est souvent ça. Mm. C'est ça. Seconde question, comment identifier la catégorie qui nous correspond le mieux? Donc là, on parle de body, hein, bien entendu. Et on va l'associer avec une autre question qui était un peu la même. Et donc, comment choisir sa catégorie? Et après, on répondra à comment choisir sa fédération. Mais déjà, on va se concentrer sur la catégorie parce que ça sera déjà pas mal de choses à dire. Du coup, je te laisse commencer. Euh, si tu veux Ouais, si tu commencer. veux. Bah, au final, déjà, comment identifier sa catégorie? Là, on part du principe que du coup, t'as pas de coach, sinon c'est quand même plus ou moins normalement au coach, surtout si c'est un préparateur, d'identifier correctement la caté au-delà de la Mm. fédé, mais principalement déjà la catégorie, parce que alors tout dépend de ta pratique au bout d'un moment, mais si tu veux si tu veux partir sur une catégorie du coup classique physique bodybuilding, c'est plus ou moins la même chose chez les naturels, donc du coup tu pourras switcher sans trop de soucis avec un volume plus ou moins pareil partout. Et du coup la seule grosse différence ce sera le main physique, bien que tu peux très bien être un bon main physique et un bon classique physique. Il y a l'exemple d'Arthur Gain, je pense que c'est totalement le bon exemple. Sa prog elle est peut-être adaptée un peu plus effectivement sur le dos et les bras parce qu'on a besoin de ça dans le men's physique, mais je pense qu'il a quand même de bonnes jambes. Et de plus en plus maintenant les catégories dans les bonnes fédérations demandent justement à avoir de bonnes jambes. Donc au final, euh, pour moi, le premier truc, identifier la catégorie, c'est déjà quelle catégorie réellement te plaît. Parce que si toi, on te dit, OK, va faire men's physique, mais que le posing men's physique, les shorts men's physique, le délire men's physique en général, parce que c'est T'aimes vraiment pas, un ouais. délire, pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment une vibe, c'est comme une vibe de classique physique. Tout le monde ne pourra pas looker classique physique comme il le veut. Si ça t'intéresse pas, quel est l'intérêt d'y aller? Tu vois, si Mm. sur scène, ça te fait chier, si t'es pas contre sur scène. Donc même si on te dit va faire du men's physique, mais que toi tu préfères aller potentiellement en bodybuilding ou en classique physique, bien sûr, voilà, on parle que tu as les jambes et tout pour, on y va, let's go. Tu vois, pour moi la première chose c'est ça. Quelle catégorie tu aimes et quelle catégorie réellement tu aimes faire et quelle vibe tu aimes. Ça c'est le premier point. Deuxième point bien sûr c'est tes insertions et ton physique. Si maintenant on parle plus de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, simplement ok, voilà, tu bosses avec moi, tu me dis, OK, Flo, quelle catégorie je devrais aller? OK, on regarde les insertions, on regarde tout ça, on voit des clavicules super larges, donc on voit des bonnes possibilités à avoir de bonnes épaules, à avoir de bons pecs, des bras qui sont plutôt bien avec une bonne insertion au niveau des bras, un bassin qui est assez fin. Généralement, OK, est-ce que main physique, ça t'intéresse bien? Oui, bon, OK, potentiellement, ce serait plus main physique. Mais tu pourrais quand même, on est d'accord, toujours être très bon en bodybuilding. Bien que souvent, quand tu as le bassin très très fin, c'est un peu plus difficile d'avoir des bonnes jambes, simplement parce qu'au final, le bassin est fait comme ça, donc il y aura moins de place dans les hanches pour avoir des quads, ça partira moins facilement vers l'extérieur. Mais ça se travaille, bien sûr. Euh, donc il y a ça. Donc en fait, c'est ce que t'aimes dans un premier temps et comment la nature t'a faite. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Si on se Mm. concentre déjà sur la KT, on verra pour la fédé après. Ce serait vraiment ça. Ce serait déjà ça le premier point. Et si je réponds directement du coup à la KT, la fédé, à moins que tu voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit et on répond à la fédé après. Sur la KT? Ouais, moi pourquoi pas. Ça- Ouais. La KT, comme tu as dit, j'y avais pas pensé forcément au goût, parce que ça me paraissait évident, mais c'est vrai que j'en discutais même avec un client qui a une possibilité de faire d'être très bon en men's, mais également en classique. Et c'est vrai que bon, lui, pour le coup, le men's, c'est un peu moins ce qu'il voudrait faire. Donc on va essayer de se concentrer sur du classique. Hum, et je pense que si tu loues classique, tu as quand même la possibilité de faire un peu tout. Tu peux faire du men's, tu peux faire du body. Euh, donc, comment choisir ça? Comme tu l'as dit, ça peut être les insertions naturelles. Après, si t'as pas forcément les insertions pour faire du classique, forcément, bah, tu peux simplement le compenser avec ta prog. Forcément, sur du classique, on va chercher à avoir les clavicules assez larges. Si tu les as droites, ça sera encore mieux pour vraiment avoir un bon haut du corps en V. Et une taille fine pour vraiment avoir cet aspect de V avec de bons quads pour avoir finalement une ligne en X. Si t'as pas forcément de bonnes jambes mais un très très bon haut en V, tu peux clairement faire du mens. Parce que au niveau de la ligne sur le haut du corps, je parle de la ligne, pas forcément de la masse musculaire. On va être à peu près sur la même chose, vraiment de grosses clavicules, de bonnes épaules, un bon dos, une taille fine. Après, voilà, comme tu l'as dit, ça dépend de ce que tu aimes.
Une personne qui voudrait faire Après, il y a la sèche aussi. Je ne l'ai pas dit, mais pardon, il y a la Ouais, sèche aussi. Mais j'allais ça parler, se ouais. décide plutôt aussi vers la fin. C'est en gros, généralement, le classique sera un peu moins sec, bien que maintenant, Mm. ça, c'est plus vraiment ça. Et pareil pour le bench physique, il aura souvent une sèche qui est bien tirée, mais un petit peu moins pour le looker quand même assez plein. Donc, il y a ça aussi qui se joue. Mais ça se décide aussi un petit peu une fois que tu as fait le choix, il ne faudra juste pas changer d'avis au dernier moment. Généralement, effectivement, si tu pars sur du classique physique, tu peux switcher sur du men's physique, mais c'est difficile d'aller en bodybuilding parce que généralement, Ouais, la la sèche n'est pas la sèche, même. Bien que ça va c'est dépendre des ça. fédérations, c'est vraiment ce qu'elles recherchent et aussi ce Mm. qu'il y a. Parce qu'effectivement, si le mec il look classique, mais qu'en fait il look aussi bodybuilding et qu'en fait les gens à côté de lui, ben, ils look bien, mais aucun des Oui, deux n'est aussi meilleur, autant meilleur que lui, il va passer. C'est aussi simple que ça. c'est ça. Parce qu'au niveau de la sèche en men's physique sera quand même moins demandante qu'un classique. Peut-être un tout petit peu moins demandante également qu'un... Non, un men's sera moins demandante qu'un bodybuilding. Peut-être un peu moins demandante qu'un classique. Mais en tant que classique, on ne demande pas non plus d'avoir une shape découpée. En tout cas, de base, comme tu as dit, ça peut venir à changer de plus en plus. Et on attend de plus en plus à avoir des classiques découpés avec des cuisseries, etc. Et pour le coup, en bodybuilding, on va chercher surtout à avoir un physique voilà, si t'as la ligne, si t'as la ligne en plus, c'est bien, mais sur du bodybuilding, on va d'abord chercher à être très dense, très compact, avoir le maximum de masse musculaire tout simplement, et chercher vraiment une grosse sèche. Donc, si tu veux gagner en bodybuilding, mais que t'as pas le custrier, ça va être compliqué déjà. Donc voilà, on va chercher la masse, la sèche, alors que le classique, ça va plus être la ligne. Pareil pour le men's. Si t'as un bon, si t'as un bon men's, t'as de bons quads, t'as des chances d'être un bon classique physique, ce qui n'est pas forcément le cas si t'es un bon bodybuilding. Et moi, je dirais que classique physique, c'est quand même une catégorie ingrate dans le sens où si tu n'as pas la ligne pour, tu peux toujours essayer de rattraper avec un bon programme tout simplement. Mais tu auras toujours des armes en moins comparé à un mec qui aura également un bon programme et une bonne ligne. Donc Classique ça, ou ça men's? dépend. Classique physique? Classique physique? Je trouve, ouais, classique, ouais, classique encore, ouais. Après, c'est surtout l'aura, je pense, que tu dégages en classique physique. Mais je trouve que main Hmm. physique, c'est vraiment la catégorie la moins évidente. Si tu n'es pas avec des clavicules très, très larges, Oui, alors tu pourras peut-être gagner dans certaines fédés parce que tu as de la chance. Et je sais pas, c'est post-Covid et il y a personne sur scène, tu vois, ce qui, j'espère, n'arrivera plus jamais. Euh, mais sinon, ça va être très compliqué, effectivement, d'aller devancer un classique physique, un men's un physique, pardon. mince, ouais. Un men's physique né, généralement, il va être absolument impressionnant et absolument fou. Et effectivement, le custrier, effectivement, ça devient de plus en plus la norme, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'arrêtent à ça et qui ne regardent pas forcément effectivement les abdos et le bas du dos. Il y a des personnes tout simplement qui vont pas stocker grand-chose sur les fessiers et avoir les fessiers striés à 10 weeks out, tu vois, 10 semaines avant d'aller sur scène. Mais par contre, sont encore assez gras potentiellement au niveau des pecs et tout. Et certains coachs s'arrêtent là. Et je pense que alors, effectivement, les compétitions se gagnent de dos, mais si au final, les vraies de vraies poses de dos, il y en a deux, comparé aux poses où tu es potentiellement de face, de profil, tu vois, on va les compter comme des poses de face. Donc au final, ça fait pas beaucoup de poses où tu peux gagner sur tout le reste. Donc si jamais, normalement, d'habitude, c'est rare. Si ton fessier il serait derrière, il va forcément Oui, être c'est strié sur ça, les côtés, parce que ça commence ça par les reste assez côtés rare, et ouais. après, forcément, il sera strié. Mais effectivement, si on voit encore un petit peu de gras sur les autres trucs, ça peut être moins. Donc, et je pense que les fessiers striés, c'est la cerise sur le gâteau. Tu as des personnes qui vont gagner et qui vont avoir des bonnes places. Et je pense à le deuxième, quand j'ai fini en Allemagne, j'avais pas du tout le fessier réellement strié, tu vois, au point où vraiment c'était archi découpé. J'ai quand même fini deuxième sur un très gros plateau. Donc, je pense qu'en fait, le fessier strié, c'est la cerise sur le gâteau. Si tu l'as pas, mais que tu as la ligne et que le reste du physique, il est vraiment bien rempli, bien plein, bien découpé, on s'en fout un peu, tu vois. Ouais, et après, comme tu l'as dit, ça dépend contre qui tu tombes aussi, mais faut pas non plus, Exactement, exactement. faut pas non plus miser sur ça, mais ouais. Et Et pour pour ce qui est la pour la fédé, ouais, Fédé, du coup, vas-y, ouais. Ouais. je te laisse dire. C'est comme tu veux. En gros, déjà, il faut voir une fédé qui te correspond. Si tu veux, tu as des grandes attentes dans une fédération. C'est ce que j'expliquais avant, tu vois, on n'avait pas de grandes attentes avec ACP et Léo parce que simplement c'était un warm-up show. Donc si tu as des grandes attentes dans une fédé, fais en sorte d'avoir une fédé qui te correspond. Donc si c'est naturel, si tu écoutes le podcast, alors peut-être pas forcément qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast en ligne qui sont pas naturelles, et tant mieux aussi pour ça. euh, pour eux. Si vraiment tu es naturel, donc on s'adresse au naturel, prends une fédération, parce que si t'es pas naturel, tu vas pas dans une fédé naturelle. Voilà.
Trigger warning normalement, hein. D'accord. Si ouais, j'ai utilisé les bons mots, c'est juste, ouais, effectivement, parce que pas que je m'en mêle. Donc, si tu écoutes le podcast, tu choisis une fédé naturelle, tu choisis une fédé naturelle potentiellement qui te correspond, et au-delà de ça, des dates qui te correspondent. Ça aussi, c'est ça, comment choisir sa Mm. fédé. Potentiellement, effectivement, si tu es plus en saison A, parce que saison A, s'il arrive avec Matisse par exemple, parce que tu as des diplômes en fin d'année, tu pourras pas te concentrer, bah déjà, tu vas enlever tout ce qui est WNBF. Si tu es français, tu es obligé de passer par la WNBF France pour faire la saison A, à moins qu'effectivement tu as des autorisations, et c'est possible. Donc tu peux déjà enlever la WNBF. Donc du coup, il va te rester potentiellement LBN, INBA, mais encore, c'est pas en France. Donc du coup, en fait, la fédération, elle va déjà dépendre de potentiellement ton budget, les déplacements que tu veux faire derrière, le physique que tu as et l'objectif. Parce qu'effectivement, WNBF, il y a potentiellement des plus gros physiques que d'autres fédérations, bien que maintenant, de plus en plus de fédérations ont des très très gros physiques, et ça s'est vu également à la FBN ou même INBA. Donc ça dépendra de ton budget, ça dépend le moment dans l'année. Et surtout, moi, ce que je conseille le plus pour choisir sa fédé, et c'est un truc que je dirais tout le temps, c'est se déplacer. Faire au maximum en sorte de se déplacer. Si c'est en France, tu peux facilement te prendre ton week-end. Au lieu de faire ton week-end, je sais pas, dans un spa ou dans un machin comme ça, tu fais ton week-end bah, du coup au Perret. Alors c'est pas le truc le plus stylé où t'es, mais au moins t'as vu une compétition. Je parle pas de la compétition en soi, hein. Je parle vraiment de l'endroit. Tu vois, le Perret en Yvelines, c'est pas l'endroit où tu as le plus envie d'aller faire du camping en France, je pense, tu vois. J'y Ah, étais, donc vraiment pas. je m'en souviens. Tu prends ton week-end à Montargis pour avoir la WNBF, tu prends si c'est dans le nord, par exemple, bah, tu peux monter voir Inba Netherlands, qui est pas si loin que ça si tu habites vers Lille, tu vois. Donc en soi, je pense que ça peut être intéressant de se déplacer, de regarder, ou sinon regarder des vidéos, regarder un peu l'ambiance, y aller en tant que spectateur, voir un peu comment c'est, voir comment les athlètes sont traités, voir s'il y a du retard, voir tout ça, voir le niveau sur scène, voir les lumières, l'éclairage, et juste la vibe en général. Moi, ce qui m'a donné envie de Mm. concourir, c'était la WNBF, je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast, WNBF 2021 ou 22 maintenant, je sais plus. Donc effectivement, le fait d'aller voir une compétition, ça te donnera le truc ou ça te le donnera pas. Donc je pense que pour choisir la fédé, il faut ça. Il faut aussi potentiellement, sinon, un coach qui pourra t'orienter vers les fédérations. Et c'est ce qu'on fait généralement du coup dans la Team Flow. Quand il y a le calendrier qui sort, on fait plus ou moins la timelapse pour du coup les clients. S'il y a d'autres compétitions potentiellement qui sont pas dans notre liste, mais que la personne veut vraiment le faire parce que c'est proche et que ça rentre dedans, en soi, on n'est pas fermé à ça. Mais généralement, c'est ce qu'on fait aussi parce qu'on a l'habitude des fédérations, plus ou moins effectivement l'ambiance et tout, tu connais les lieux et tout. Donc il y a aussi un peu de ça. Ouais, une compétition enfin une fédération pardon qui te ressemble du fait de t'es naturel ou non, si tu as le budget ou pas, si tu peux te déplacer, s'il y a tout ça, si c'est trop compliqué, enfin, bref, et que surtout tu as aimé parce que bah, tu as eu des bons retours ou tu as eu de bonnes vidéos dessus. Je pense que voilà ça. Ouais. Moi, c'est ce Ouais, que franchement, personnellement, en tout cas, comme ça, je l'ai choisi, tu vois. ouais. Je pense que tu as dit la plus grosse des choses que j'allais dire. Mais ouais, comme tu as dit, c'est quand est-ce que tu veux concourir, quand est-ce que tu peux avoir un bon environnement pour concourir, est-ce que tu as les sous aussi pour voyager hors France? Parce que c'est vrai, ouais, il n'y a pas énormément non plus de possibilités en tant que naturel de concourir en France. Et si jamais t'es pas là le week-end de Montargis et que tu voulais faire WNBF, bah faudra peut-être penser à aller à un autre WNBF du coup en Europe ou hors Europe même. Et est-ce que bon, tu as le budget pour te déplacer? Ça aussi, c'est quelque chose qui sera important à prévoir et avoir en amont. Même si tu veux faire par exemple WNBF France et un autre WNBF autre part par la suite ou quoi, de commencer à prévoir ça. Mais pour le choix de la KT, comme tu l'as dit, c'est se déplacer. C'est vrai que pour le coup, la première compétition naturelle à laquelle j'ai été, ça a été INBA Netherlands. Et je pense que sur cette saison A, ça a été clairement la compétition qui vendait le plus de rêves, la plus réussie. Donc c'est sûr que quand tu arrives, et c'est la première fois que tu vas dans cette fédé-là, et que tu as une aussi bonne compétition, aussi bien organisée, avec un bon traitement des athlètes, de bonnes lumières, une bonne scène, etc., un staff qui est vraiment, vraiment qualitatif, eh ben, tu as envie de ramener tes autres athlètes. Donc, ça va être ça, ça va être se déplacer sur les compètes ou alors faire confiance à ton coach qui, lui, bah, se sera déplacé sur des compétitions et saura lesquelles sont bonnes ou non. Ou tout simplement avoir le maximum de feedback, que ce soit par YouTube, que ce soit par les réseaux, etc. Mais ouais, Non, ça je va suis surtout dépendre assez de. d'accord. Et comme tu as dit, bah après, en fonction des fédés, certaines fédérations vont privilégier potentiellement la masse, à d'autres la ligne, etc. Et voir toi et surtout ton coach, quel est son Exactement. état d'esprit et est-ce qu'il veut t'amener complètement shred ou est-ce qu'il va privilégier ta masse sur scène parce que forcément, ce ne sera pas forcément
les mêmes attentes. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas me répéter avec Ouais, ce que tu as dit. ouais, ça, et J'allais dire à peu près c'est ce que tu la même disais aussi. chose. C'est en gros, c'est ça, c'est bien se renseigner. Parce que typiquement, si tu veux aller concourir à WNBF international en saison B, tu es obligé de passer par la France et de faire, si je dis pas de bêtises, un top 5. Donc, déjà, si t'as pas ça, tu vas pas à l'international. Même si tu as réservé tes places et tout, t'es bloqué. Donc, il y a aussi se renseigner sur ça, au-delà du budget et tout ça. Surtout, où est-ce que tu veux aller? Parce que j'encourage au maximum les gens à peut-être ne pas en faire que une. Et surtout, quand ils ont un bon objectif et qu'ils aiment ça, essayer potentiellement d'avoir une saison intéressante et gagner quelque chose sur la saison, quoi. Mm, Ouais, tout à fait. se renseigner pas mal. Top, top sur celle-ci. Prochaine question, c'est plutôt ben, du coup centré sur l'entraînement. Est-ce que pour mes ischios, si je fais, en gros c'est ça la question, je la change un peu, mais est-ce que pour mes ischios, si je fais du leg curl assis et du leg curl allongé, je dois rajouter du RDL? Si tu peux commencer, je peux commencer, c'est comme tu le veux. Je l'avais pas vu cette question. Donc, mais effectivement, vas-y, tu veux commencer, vas-y, Ok. tu peux y aller. Alors, pour moi, alors c'est quoi? C'est de base, c'est est-ce que je dois rajouter? Donc, est-ce que tu es obligé de rajouter? Bien entendu, c'est du bodybuilding, donc non, tu n'es pas obligé de rajouter. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tant que tu as de l'attention sur un muscle et que tu fais une surcharge progressive, tu vas construire du muscle. Et non, est-ce que c'est intelligent de te rajouter? Et c'est plutôt, je pense, comme ça que tu as posé la question. Oui, c'est très intelligent de rajouter un pattern avec une flexion de hanche là où ton leg curl assis et ton leg curl allongé bah, ça sera une flexion de genou, ta hanche sera fixe. En tout cas, le but c'est que ta hanche soit fixe, hein, même si, à part si vraiment tu fais très très mal ton leg curl allongé, ta hanche doit rester fixe. Ça va, voilà, après également, ça va un peu changer la position anatomique dans laquelle tu vas travailler ton ischio. Ça sera pareil, un mouvement avec une forte tension d'étirement comme ton leg curl assis normalement. Mais sur un leg curl assis, ta hanche est fixe, c'est ton genou qui bouge, alors que sur un mouvement de RDL, c'est ton genou qui est fixe, c'est ta hanche qui bouge. Donc c'est complémentaire, même si la tension reste la même, c'est complémentaire. Et moi, je te conseillerais toujours de varier les tensions, varier les positions anatomiques des muscles dans lesquels tu travailles et même des patterns de manière générale. Travailler sous le maximum d'angles pour tout simplement maximiser ta croissance musculaire. Donc, obligé, non, très intelligent, je dirais que oui. Voilà. Je crois que je me rappelle cette question. Elle date d'un des tout premiers podcasts qu'on avait fait, je crois. Je Ouais, l'avais vu elle passer. date. C'était assez intéressant et je m'étais aussi renseigné dessus justement quand je l'avais vu passer. Il y a une étude qui est sortie, je sais plus si elle est récente ou pas, mais je crois qu'elle est assez récente, sur le fait que la résistance, enfin, le travail sur des ischios serait le même sur potentiellement un RDL et un leg curl allongé, si je dis pas bêtise. Je sais plus si c'est couché ou allongé, pardon, allongé ou assis. Euh, comme j'ai dit là, effectivement, le travail sur les ischios est le même, ok? L'ischio. Par contre, le travail sur ta chaîne postérieure entre un RDL et un leg curl assis, c'est impossible qu'il soit le même. Dans le sens où je parle de la chaîne postérieure, vraiment tout ce qui est fessier et ce qui est dos. Donc effectivement, comme tu as dit, obligatoire. Non, il n'y a rien qui est obligatoire en bodybuilding. Il y a des personnes qui ont un très bon dos sans faire de mouvement de terre. Mais généralement, souvent des personnes qui sont petites. Je pense à effectivement Sean Clarida, mais je crois qu'il fait 1,52 m. Il n'a pas trop besoin de faire du soulevé de terre. Et en même temps, le soulevé de terre, ça lui ferait pas assez de tension comparé à quelqu'un qui est un peu plus grand. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Euh, si j'y répondais vraiment de façon, on va dire, bornée, je vers mon avis, pour moi, c'est oui. Un RDL, un soulevé de terre, si c'est possible dans une prog, il faut y avoir un mouvement de terre. Mm. Qu'il soit du sol, qu'il soit depuis un rack, qu'il soit aux haltères, qu'il soit avec un bel squat, qu'il soit avec une barre, peu importe. Un mouvement de terre, c'est ce qui te fera un dos extrêmement solide parce que tu auras un travail des érecteurs, un travail des trapèzes, un travail des fessiers, un travail de la stabilisation en général et qui sera absolument terrible. Et un RDL, effectivement, ce n'est pas que les ischios. Si tu essaies de te concentrer que sur les ischios sur un RDL, tu perds énormément De force. de comment je pourrais dire, ouais, de force et surtout ce que réellement ça peut t'amener un RDL. Un Mm. RDL, ça peut réellement t'amener à Des devenir bénéfices, ouais. vraiment extrêmement fort, extrêmement solide, extrêmement épais. Et je pense que ça, la plupart du temps, c'est oui, je sens mon dos sur le RDL. C'est ce que je répondrai à la plupart des gens, c'est en fait on s'en fout. Le RDL, le but du RDL, c'est de faire le mouvement qui est le plus qualitatif possible. Donc tu vas pas tirer en dos rond sur toutes tes répétitions avec le plus de contrôle possible, en tirant le plus bêtement mais correctement possible. Plus tu seras fort sur un RDL, plus ça voudra dire que tu auras un physique épais. Si tu es capable de mettre 4 claques sur un RDL avec un bon mouvement,
c'est que du coup, tu as forcément un physique qui est épais. Ou alors, c'est que tu as une force surhumaine, mais cette force surhumaine, elle vient bien de quelque part. Donc, c'est forcément que tu as généralement quand même un bon physique. Donc, en gros, si je répondais vraiment de façon bête et vraiment en voyant quelqu'un qui veut progresser, je dirais Oui. obligé, oui. Maintenant, vu que c'est du bodybuilding, comme tu l'as dit, il n'y a rien, jamais rien qui est obligé. Si tu as déjà du mouvement d'ischio, c'est déjà bien, parce que la plupart des gens n'ont quasiment pas de mouvement d'ischio, ce qui est assez dingue d'ailleurs. Euh, Maintenant, ça dépendra juste où tu le places. Donc, RDL, c'est pas obligatoire, sachant que RDL, il y a quand même pas mal de fessiers aussi. Donc, ça dépend aussi de ça. Ouais, je suis d'accord Est-ce sur que le ça résonne pas stress. trop ça résonne pas trop quand je parle ou ça va? Non, franchement, Ah, tout nickel, est ça bon. marche. Dans mon casque, en tout cas, tout est bon. Mais ouais, comme tu Ok. disais, sur un mouvement de terre, le stress que tu vas mettre sur ton corps, il sera jamais comparable à un mouvement où tu es super stable, où vraiment tu vas chercher à être précis. Et je pense que bah, les deux sont très complémentaires. Un où tu vas vraiment chercher à être chirurgical, et je pense que c'est ça aussi le body, c'est varier ça. On fait pas du power building, donc on va pas faire que des mouvements de terre ou que des mouvements de brute épaisse. On va pas faire non plus que des mouvements où il faut aligner son coude avec sa troisième fibre du grand dorsal ou je sais pas quoi. Faut que ce soit complémentaire, mais je pense que avoir des mouvements très précis et d'autres où on va tirer de manière un peu plus bourrin, bien entendu, je m'entends. Faut que c'est du sens, que ce soit pas dangereux, que la tension soit bien mise, enfin, soit correcte. En tout cas, travaille pourquoi le programme a été construit. C'est complémentaire, c'est bénéfique. Donc voilà, je pense que si t'as pas de RDL actuellement dans ta prog, mets-en un, ou en tout cas une variante, parce que potentiellement, c'est pas du RDL qu'il te faut, Ouais, on peut-être a un autre. cité 4-5 des variantes. T'en as des tas, des variantes un peu plus simples, des variantes plus simples à mettre en place. Enfin, t'en as plein. Top. Donc voilà pour ça, on passe à la prochaine question. La prochaine question, ça va être, est-ce que l'âge peut freiner la progression? La progression, on reste sur de l'hypertrophie, on reste sur de la musculation, du bodybuilding, on parle pas de sport de Pense, force ouais. ou quoi que ce soit. Logique. Tu veux commencer? Vas-y, commence tout à l'heure. C'est comme je pense que je peux répondre assez rapidement à la question parce que j'en avais discuté justement lors d'une conversation que j'avais eue lors d'un call il y a quelques temps pour le coaching. Je pense que pour répondre simplement et bêtement à ça, plus tu vas te concentrer sur cette variable-là et stresser sur ça, moins tu vas progresser. Plus tu vas te dire, OK, je m'entraîne fort, je fais ce qu'il faut, je gère correctement tous les à côté, etc., plus tu progresses. Alors effectivement, bien sûr, si tu commences vraiment le bodybuilding à 60 ans comparé à quelqu'un qui en a 20 ans et que tu veux concourir, voilà, on est d'accord. Maintenant, si par exemple tu as 30 ans, 40 ans et que ça fait un moment que tu t'entraînes, il n'y a pas vraiment de stop à la progression. Tu peux continuer à progresser. Tu rajouteras peut-être pas forcément autant de muscles que quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans. Mais par contre, tu peux considérablement améliorer ton physique. Et il y a juste à aller sur des bonnes compétitions, souvent les compétitions monde, et regarder une fois les catégories plus de 50, plus de 60. Il n'y a pas plus, je crois, je sais pas. Souvent, les mecs, si vraiment c'est des bonnes fédérations, c'est des monstres. Genre, c'est des monstres au point où on se dit, OK, eux, un jour dans leur vie, ils ont forcément touché à quelque chose ou ce genre de choses-là. Et en fait, c'est juste que non. Si vraiment le gars il est passionné, qu'il a sur 60 ans et qu'il s'entraîne correctement depuis 40 ans, alors bien sûr, il y a potentiellement eu des hauts, des bas, des blessures, je sais pas. Tu peux avoir un physique absolument titanesque et tu peux avoir un physique absolument aberrant. Et c'est pas que dans les films qu'on voit le tortue génial, tu vois, le mec un petit peu vieux et grave balèze. Ça existe aussi en Europe et dans les autres pays du monde. Donc je pense que plus tu vas te concentrer sur ça, plus ça va te freiner. Moins tu vas te concentrer sur ça et plus tu vas te dire, OK, peu importe l'âge que j'ai, je continue une bonne hygiène de vie, je m'entraîne dur, je m'entraîne intelligemment, en faisant gaffe potentiellement à tes articulations et tes blessures si tu as des douleurs, parce que tu récupéreras bien sûr moins vite et c'est normal. Et là, tu te complémentes correctement, tu dors correctement. Non, il y a pas de souci il y a pas de souci pour ça. Et il y a des Ouais. catégories justement si jamais tu veux concourir pour l'âge aussi au bout d'un moment pour pas être mélangé avec tout le monde. Donc je pense que moi, je serais un peu dans le truc un peu des bisounours et je me dirais non, franchement, tu peux continuer à progresser jusqu'à n'importe quel âge et je pense que c'est un peu vrai. Il y a des personnes effectivement qui sont mis au bodybuilding potentiellement à 28, 30 ans et qui se sentent mieux psychologiquement, physiquement et mentalement que quand elles en avaient 20, 22. Donc tu vois, au bout d'un moment, j'ai envie de dire l'âge, c'est absolument pas un problème du moment que tu fais les choses bien et que tu t'y mets pour de vrai. Il y a aucun problème. Vraiment bien ta réponse parce que je l'avais pas vu comme ça. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'avais pu répondre à ça dans une FAQ sur YouTube. C'est t'as pas d'âge pour concourir, t'as pas d'âge pour commencer la musculation. Tu pourras toujours atteindre un très bon physique et monter sur scène si c'est ton but. Maintenant, moi j'avais vraiment pris dans le cas extrême. Comparer la progression, parce qu'on là on parle de frein, donc de vitesse, de progression entre quelqu'un qui a 18 ans et quelqu'un qui a 60 ans.
bien entendu que ta progression ne sera pas la même. Maintenant, est-ce que tu ne peux pas atteindre des super résultats? Si, ça tu peux. Et alors, est-ce que ça va freiner ta progression? Oui. Est-ce que ça va empêcher ta progression? Non. Imaginons que c'est sur un vélo, tu pédales très très vite, tu vas avancer très très vite. Si t'es un peu plus vieux, ben, tu vas pédaler un peu moins vite, tu avanceras un peu moins vite, mais au final, ça te mettra juste peut-être un peu plus de temps, mais tu arriveras à destination quand même. Donc, Bien sûr. oui, ça va freiner. Tu prendras pas la même masse musculaire qu'un mec que tu vois sur TikTok, là, que les mecs qui ont été invités par le Corona Gym, là. Mais tu vas pouvoir quand même avoir un très très bon résultat. Mais peut-être pas à la hauteur d'un mec à 17 18 ans et qui débute la musculation. Mais est-ce que je te déconseille de chercher à avoir un bon physique? Pas du tout. Tu pourras l'atteindre largement, potentiellement simplement un peu moins vite. Mais les bases restent les mêmes, le processus reste le même. Mais c'est sûr que hormonalement et tout, les process Ouais. qui régissent ta progression seront simplement un peu plus lents, un peu plus, parce que ben, plus tu vieillis et moins t'as d'hormones et moins ton système hormonal est opérationnel. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, on s'entend aussi. Il y a être vieux et avoir 70 ans, être vieux et avoir 50 ans ou 45 ans. Il y a une différence aussi, mais oui. Après, il parlait de l'âge, hein, ça se trouve, effectivement. Et la personne en plus qui a posé la question, si je ne dis pas bêtise, c'est Nico, c'est une personne avec qui je travaille, Ouais. du coup. S'il écoute le podcast, je lui fais salut. Qui est d'ailleurs en vacances actuellement, j'espère que ça se passe bien aussi. Il est pas vieux, hein, absolument. Enfin, pas vieux dans le sens où on a le même âge, en fait. Donc, au final, je pense pas que ce Oui. soit. Voilà, c'est juste pour poser la question, et encore moins dans son cas, dans la façon dont il s'entraîne, dans la routine de vie qu'il a. Dans l'objectif qu'on a, il n'y a aucun souci pour ça, clairement. Mm. Top. Prochaine question. La gestion d'une sèche long terme. Donc là, les questions, des fois, elles sont un peu posées bizarrement, mais avec le système d'Instagram, des fois, il faut vraiment faire des questions un peu de débile pour que ça rentre. En gros, la question, c'est quel est l'intérêt et est-ce qu'on est pour faire on va dire, des pauses durant une sèche longue, type diet break, reverse, etc. Et je pense que donc c'est un peu la question, elle est un peu tournée. Est-ce qu'on est pour ou contre du coup les bénéfices? Pourquoi en faire? Pourquoi ne pas en faire? Tac, tac, qui a répondu tout à l'heure? Je sais plus, mais je peux commencer. Tu peux commencer. C'était moi qui ai répondu avant, tu peux y aller. Cette question, Vas-y. je ne l'avais pas vue pour le coup, tu vois, je pense qu'elle ne doit pas dater d'il y a très longtemps. Ou alors je Euh, l'ai pas reçue, mais t'inquiète, je pense que ouais, j'ai pas de souci. ouais. Du coup, faire des diet breaks durant une longue sèche, je pense que les diet breaks sont pas forcément. C'est Euh, quoi une longue sèche pour c'est ça la toi? Pas déjà question. pour lui. Il a dit? Y a pas, c'est un petit format Insta, mais on va partir, je sais pas, on va partir 30 semaines. Est-ce que 30 semaines c'est une longue Ouais, sèche? bah en Oui, fait, je c'est pense. c'est- c'est toujours la même chose. Il y a des personnes pour qui, par exemple, 12 semaines, c'est énorme, tu vois, pour Hmm. une sèche. Ça fait quand même 3 mois, ça dépend pas Hmm. mal. En fait, ouais. Je vais partir du principe où une longue sèche, c'est simplement pas une mini-cut. Donc on part du principe que c'est Ouais, 15 ouais, semaines et ouais, ouais. plus. Donc c'est plus lent, on va moins vite, on Ouais, essaye de. Ouais, c'est ok. ça. Potentiellement une prep, ouais, ok. Hmm. Moi, je pense que c'est pas forcément réservé que à des prépas, les reverse, les diet break plutôt. Je pense que c'est absolument pas. Ça va être euh, une étape qui va te permettre de continuer à progresser, à perdre du gras, à construire du muscle, à toujours rester en forme. Plus tu vas être en déficit et plus le stress sur ton corps va être fort, plus ta fatigue va être forte également. Les deux sont reliés, le stress, la fatigue, etc. peut te créer un peu un cercle vicieux. Le fait de faire une diet break, donc d'augmenter un peu tes calories, très souvent, ça va être tes glucides, potentiellement un peu du fat avec. Ça va te permettre de baisser ce cortisol-là, ce stress-là, et du coup ta fatigue. Et tu vas le sentir mieux. Tu vas pouvoir repartir à l'entraînement avec plus d'énergie, donc relancer potentiellement une progression ou des performances vraiment qui commençaient à dégringoler, pour pas dire se casser la gueule. La forme dans la vie de tous les jours également sera meilleure et va t'éviter de rester dans le mode zombie un peu trop longtemps. Et c'est souvent ce mode zombie-là qui peut te faire stagner pendant un moment parce que moins tu seras en forme, moins ton activité physique inconsciente, donc comment tu parles, à quel point tu parles vite, comment tu bouges dans la journée, etc., moins elle sera forte.
Et du coup, au final, moins tu auras de dépenses caloriques pour les mêmes actions, on va dire, du quotidien. Donc tout ça, ça te permettra de faire baisser ta fatigue, relancer ta perte de fat et ton énergie de manière générale. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est pas, faut pas en abuser. Ça dépend aussi à quel point t'es loin dans ta sèche. Mais c'est pas à chaque fois que t'es un peu fatigué ou voilà, il y a une semaine ton poids a stagné que tu fais une diet break. Faut que ça soit intelligent, placé au bon moment quand t'en as vraiment, vraiment besoin. Mais je suis tout à fait pour dans le sens où ça peut te tirer que des bénéfices. Et si ton poids monte très légèrement parce que tu as mangé un peu plus, l'énergie que tu auras apporté ce break-là va tout simplement t'aider à perdre directement ce petit surplus de poids que tu as pris 500 grammes, 100 grammes dès le lendemain, dès les prochains jours, et relancer tout simplement ta progression et ta perte. Donc je pense que c'est une très bonne chose à ne pas réserver uniquement dans les prépas. Je pense que tu as plus ou moins bien répondu. La question a été posée, je pense, d'un point de vue plus lifestyle que prépa, Mm. parce que, vu comme ça a été, je pense, en gros, du moment que tu n'as pas de deadline et que tu n'as pas de date précise, bien sûr, quand tu as une deadline, tu ne vas pas potentiellement placer autant de refeed que tu le veux ou de diet break que tu le veux, parce que simplement tu as une deadline et le mec, enfin, si on veut être prêt, tu vois, pour la scène. Par contre, si tu n'as pas de deadline, que tu as, effectivement, c'est une sèche longue et tu veux simplement avoir un bon physique et arriver à perdre du gras que tu avais en trop, ça dépendra bien sûr la base. J'ai déjà fait effectivement c'était 2022, sur l'année 2022, j'ai commencé mars à plus de 100 kilos, j'ai fini en novembre à 76, j'ai fait aucun refeed, aucune diet break, rien. J'ai juste descendu parce que j'avais de la marge et ça allait très bien et je continuais à m'entraîner bien. Mais c'est une donnée qui peut être bien. Il faut juste prendre en compte que faudra placer un refeed ou une diet break au moment où tu en as besoin et pas au moment où tu en as envie. C'est surtout ça aussi. Au début, tu auras de la marge et au fur et à mesure, ça pourrait être intéressant. Mais il faut toujours se dire aussi que cette diet break-là, son objectif ou ce refeed, son objectif, c'est pas de te freiner. Au contraire, c'est de juste potentiellement mettre une petite pause pour continuer. Une pause n'est pas un frein. Ok, le frein, ce serait reprendre énormément de poids. Mais ça te redonne effectivement de l'énergie et que tu peux repartir. Ensuite, derrière, c'est une bonne chose. Et là, juste simplement, potentiellement, effectivement, la personne, elle est en perte de poids, elle est en vacances, c'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps, et simplement, c'est avec la famille, etc. Ben, si tu peux éviter d'être en pleine, surtout si l'objectif, il est potentiellement euh, lifestyle, pas plus, enfin, tu vois, un truc un peu lifestyle, et qu'il n'y a pas de prep ou quoi derrière, ben, ça peut être intéressant juste de mettre ça en place. Tu remontes un peu les calories. Généralement, tu vas pouvoir avoir un peu moins de dépenses, 500, 600 calories de plus ou moins pour arriver à revenir à maintien. C'est pas mal, c'est toujours des calories. Ça fait quasiment un repas en plus au final si c'est bien géré. Donc je pense que si, bah, je suis pour et faut savoir l'utiliser totalement. Ouais, totalement. Prochaine question. On va finir avec ces questions-là de cette fois-ci. Dans une phase de masse, est-ce que lisser le rajout en cale ou faire un gros push calorique? Quel est le plus efficace? Donc en gros, sur une phase de masse, est-ce que c'est intelligent de monter progressivement les calories ou de directement faire un énorme push calorique? Et je pense qu'on en avait déjà un peu répondu sur le podcast de comment réussir sa phase de masse. Je Je sais comprends pas trop, je comprends pas trop ces questions-là, en fait, pas comment dire, d'où elles viennent et pourquoi est-ce que faire un gros push, enfin, qu'est-ce que c'est un pourquoi faire un gros push serait une bonne chose et d'où ça vient? Parce qu'en tous les cas, faire quelque chose de trop rapide, que ce soit Hmm. dans une sèche ou que ce soit dans une prise de masse, ça t'apportera bah, dans une prise de masse trop de gras trop rapidement, dans une sèche trop de fatigue et trop de perte musculaire rapidement. Donc en tous les cas, Je pense que après la ça dépend toujours question. parce que ça se trouve effectivement faire un push de en fait, ça dépend aussi le contexte, parce que faire un push de 100 grammes de carbs, c'est énorme, et c'est pas le truc qu'on fait tout le temps. Mais quand tu sors d'une mini-cut où potentiellement tu étais à 2200 calories et ta maintenance, elle va se retrouver à ce moment-là plus vers les 2700 et tout, faire un push de 100 grammes de carbs, c'est pas quelque chose qui est déconnant, juste parce que tu relances un petit peu. Ça dépend en fait la personne et l'objectif qu'il y a derrière. Maintenant, si par contre t'es déjà à 3700 calories, que ton poids il est stable, mais que tu as pris déjà, par exemple, 6-7 kilos et que tu fais un 100 grammes de carbs, là, je pense qu'effectivement, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Ou alors, effectivement, tu veux juste rajouter énormément de fat ou je sais pas. Donc, effectivement, en fait, ça dépend du contexte. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. C'est En tous ça. les cas, limiter, c'est toujours le plus intéressant. Si tu as besoin, tu rajoutes et tu rajoutes quelque chose comme je sais pas, je dirais, ça peut être 15 au minimum jusqu'à, j'ai déjà fait des plus, effectivement, 100, 120 si vraiment, effectivement, etc. Mais quand ça, c'est plutôt les 120, c'est plutôt quand t'es sorti, quand t'es vraiment lancé dans ta phase de masse, tu vas faire quelque chose entre
plus 15 à potentiellement aller plus 50, 75. Si vraiment, par exemple, t'es au début de ta phase de masse, tu as déjà fait un plus 50 et que la personne, effectivement, sur la semaine, elle revient et qu'elle a encore perdu 400 grammes, bah là, tu peux relancer pour que ça reparte. Ça dépend juste comment tu le fais. Ouais. Je pense, ouais, la question, tu peux l'avoir dans deux sens. Soit on n'a pas la même vision de qu'est-ce qu'un gros push calorique, parce que peut-être que pour lui, un gros push calorique, c'est 50 cal, c'est 300 cal, et du coup, est-ce que il vaut mieux faire en fonction de la phase dans laquelle tu es, plein de petits push, limite jour après jour de 50 cal, ou est-ce que tu fais un gros push de 300 cal pour une semaine? Tu peux le voir comme ça, tu peux aussi le Ok, voir, est-ce ok. que... Et je pense que... Mais je pense que la question a quand même été posée dans ce sens-là, c'est à la finalité. Si tu passes d'une sèche à 2200 cal à un peak bulk à 3002, est-ce que, au lieu de attendre chaque semaine d'augmenter et au final finir à 3002, est-ce que c'est pas mieux de directement passer à 3002 parce que tu sais que tu vas à peu près finir à ces calories-là? Et je pense que si c'est vu comme ça, non, c'est clairement pas opti parce que ben, déjà, tu sais jamais à quelle calorie tu vas finir. Enfin, parce qu'il y a une certaine phase de masse où tu as fini à 3002, que celle-ci, tu vas finir à 3002. Et tu peux comparer ça aussi à ta progression à l'entraînement. Si tu fais ton SLDL à, je sais pas, à 4 plaques et que ton but c'est en mettre 6, qu'à 4 plaques tu en fais 5 et tu te dis, ok, dans tous les cas, dans un an, je sais pas, 6 mois, je vais en mettre 6 alors je vais directement en mettre 6 demain et tu vas même pas réussir à en refaire une. Tu vas même pas réussir à en faire une ou alors elle va être absolument horrible. Et après tu vas dire, ok, ben je vais quand même me concentrer à essayer d'en faire au moins une bonne. Au final, ta progression, elle sera pas la même que si tu avais augmenté Le, petit à le- petit Le, jusqu'à 6 le seul plaques. désavantage à ça, c'est que du coup là, tu vas pas gagner de muscle, alors que l'avantage de l'autre, c'est que tu vas juste gagner du gras. Donc au moins, il y a un truc où tu gagnes, l'autre truc où Ouais. tu gagnes pas, mais dans les deux cas, c'est de la merde. Donc effectivement, c'est un peu con. Ah, c'est clair. Non, mais après, si là, on le dit en rigolant, mais la question, je pense qu'elle est très intelligente et ça peut aider des personnes et des personnes Oui, se la oui, posent. bien sûr. Jamais on a mal répondu ou mal compris la question. Je sais pas, la personne, effectivement, son prénom ou quoi, je sais pas, j'avais pas vu cette question-là. N'hésite pas à le mettre en commentaire YouTube pour potentiellement pas argumenter, mais essayer d'expliquer un tout petit peu mieux la question et comment tu le vois et qu'est-ce que c'est beaucoup pour toi, qu'est-ce que c'est pas beaucoup. Comme ça, potentiellement, on pourra t'aider et ça pourra Ouais. aider. Et si jamais on a répondu à la question, bah, tant mieux en soi. J'évite de name drop les personnes comme ça. Je préfère que... Parce que s'il y a vraiment des questions personnelles, je veux pas que les gens hésitent à poser les questions sur Insta. Et comme ça, Ouais, on a bien sûr. vraiment des Ouais, bien sujets. sûr. Oui, oui, Mais non, non, ouais, non. totalement. Après, si vraiment, de toute façon, on balance pas les prénoms ni les personnes, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. C'est juste que là, si vraiment, c'est pas une question en soi qui est bête, bien au Oui, contraire. oui, Donc, si oui, jamais il y oui. a besoin de dire C'est plus, et pas je très suis sûr qu'il y a touchy. des tas de personnes qui se posent la question parce que je l'ai déjà eu souvent quand je faisais le podcast Au-delà des entraînements et je la reçois aussi en DM. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a d'autres personnes qui se la posent. Donc, en vérité, faut pas hésiter. Bien entendu. Il y aura jamais aucun jugement et aucune question n'est bête, bien au contraire. À partir du moment où tu te poses une question, tu es sûr et certain que ta question, il y a plusieurs personnes qui te la posent. Et que tu la trouves hyper bête ou hyper farfelue et recherchée, ta question, si tu te la poses, il n'y a pas que toi dans le monde qui te la pose. Donc, bien entendu, posez toutes vos questions. C'est ça, Euh, exactement. et comme on l'a dit, cette question-là, on peut vraiment la voir sous plusieurs angles. Et avec une question de 10 mots, avec Insta, c'est toujours très compliqué de réellement Ouais. comprendre le sens de la question. Euh, Prochaine question, du coup. Même s'il y a beaucoup de similitudes, quelle différence de mindset entre un compétiteur et un lifestyle? Alors, je commence à répondre si tu veux, mais est-ce qu'on parle d'un bodybuilder ou est-ce qu'on parle simplement d'une personne qui va améliorer son physique? Parce que C'est ça ouais, c'est dépend. pour ça, similitude, ça dépend. Ouais, Ouais. similitude, parce que si on part d'un bodybuilder, parce que pour moi ça existe et j'en ai dans mes clients, il faut aussi t'en as des bodybuilders, on va dire lifestyle. C'est un bodybuilder, mais il veut juste pas monter sur scène. Et après, j'ai aussi d'autres personnes où ils veulent pas du tout avoir l'aspect bodybuilding. Et toute personne ne veut pas avoir un corps hyper proportionné, avoir une silhouette en X pour les hommes ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui veulent juste avoir un physique beau comme ils l'entendent, c'est-à-dire peut-être avoir un gros haut du corps, et ils s'en fichent un peu du bas du corps, etc. Mais on va se concentrer du coup sur quelle est la différence de mindset entre un bodybuilder, on reste dans le bodybuilding, entre un bodybuilder lifestyle et un compétiteur, un bodybuilder compétiteur. Et j'avais pu discuter de ça également avec un client. Et pour moi, la différence, parce que j'en ai des bodybuilders lifestyle qui sont vraiment hyper impliqués et vraiment, tu te dis, mais toi, monte sur scène tellement t'es impliqué, c'est fou. Euh,
il n'y en a pas en fait. La seule chose qui va différencier, c'est que un, il va être un jour sur scène et il va subir une prépa, et l'autre, non. Et donc, dans le mindset, il ne doit pas en avoir. Il doit pas en avoir. Dans tous les cas, tu veux un physique proportionné. Tu veux avancer le plus rapidement possible, avoir les meilleurs résultats et le meilleur physique possible. Donc, le process, tu vas le vivre de la meilleure des manières. Maintenant, je pense que la seule chose qui va changer entre les deux, mais je m'éloigne un peu de la question là pour le coup, c'est comment tu vas agencer le processus pour l'une ou l'autre, parce qu'il y en a un qui va être régi par une timeline et l'autre où ça sera potentiellement un peu plus cool, il n'y aura pas de montée sur scène, donc tu n'auras pas de deadline à respecter. Potentiellement, sur un bodybuilder lifestyle, tes phases de masse, elles pourraient être un peu plus longues, un peu plus progressives, j'ai envie de dire. Et pareil sur les cuts. Mais dans les deux cas, au niveau mentalité à l'entraînement, mentalité sur ta routine, je pense qu'il ne doit pas en avoir. Après, tout dépend d'à quel point tu as du temps également si tu es un bodybuilder lifestyle et l'envie, mais on reste sur un bodybuilder, à consacrer dans ta vie. Mais je pense que mindset, au niveau du mental, si tu veux des bons résultats, tu dois pas en avoir, clairement. Ça dépendra juste de la rigueur et le lifestyle que tu voudras t'imposer ou non. C'est aussi simple que Hmm, ça, mais je suis c'est ça. d'accord. Il y a des personnes qui vont à la salle et qui préparent pas de compétition, et c'est pas pour autant qu'ils s'entraînent pour rien ou que ça sert à rien. Bien au contraire, comme tu l'as dit, effectivement, on a j'ai également des personnes qui sont lifestyle bodybuilding, comme tu l'as dit. Je pense que c'est bien dit, c'est lifestyle bodybuilding et qu'effectivement pourraient sans problème monter sur scène et seraient très, très, très bons avec des C'est bons ça. classements. Simplement, juste ça les intéresse pas et c'est totalement OK avec ça. Et c'est pas pour autant qu'effectivement, il faut les voir différemment, il faut les coacher différemment ou que le plan est différent. Non, généralement, c'est la Exact. même phase de masse, c'est les mêmes objectifs, c'est du La posing même également, par rigueur, ouais. exemple. Ça dépend juste de ça. Ouais. C'est ça. Tout à fait, d'accord. Euh, alors, question, je l'ai vu juste avant là, et j'ai réfléchi à ça pendant que tu parlais, je trouve pas. C'est quel aspect du bodybuilding tu aimes le moins? Je sais pas quoi répondre. C'est très très drôle parce que c'est ce que j'avais réfléchi et euh, j'en ai pas trouvé non plus. Effectivement, j'avais vu la question et j'en ai pas trouvé non plus. Et je pense qu'effectivement, si jamais je n'aimais pas cet aspect-là, je ferais autre chose. Je sais pas, je ferais Ouais. du badminton, je ferais du judo, je ferais un truc que j'aimerais, du volley, bref, j'en sais rien, tu Moi, vois. j'aime Mais beaucoup le effectivement, badminton. je ferais simplement pas ça. Je pense qu'effectivement, il y a des moments où il y a des aspects que tu aimes un peu moins, potentiellement quand tu manges un peu moins ou que tu es fatigué et tout. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui me fait absolument dégoûter Ouais, être absolument dégoûté du process, tu vois. Un choix. Je l'ai voulu, peut-être un petit peu moins voir la famille, peut-être un petit peu moins faire de repas, peut-être un petit peu moins faire de sorties, tu vois, genre le truc là. Mais c'est quelque chose que je veux et ça me dérange pas parce que la plupart du temps, effectivement, quand il peut y avoir plus de sorties, c'est pas forcément une chose qui m'intéresse. Non, sincèrement, non. ouais, c'est ça. Et en plus, le bodybuilding, selon qui tu es, tu peux tellement l'ajuster à ta personnalité, à tes envies, que par exemple, c'est pas parce que tu es un bodybuilder que tu peux pas forcément sortir ou faire des repas en famille ou voir sortir Exactement. beaucoup. Ça dépend comment tu le fais, la fréquence, comment tu gères ça. Est-ce que quand tu sors, bah, tu lâches tout ou est-ce que tu restes quand même assez cadré? Euh, voilà, est-ce que dire que j'aime pas la diète, ça veut dire quelque chose? Est-ce que dire que j'aime pas l'entraînement, ça a aucun sens? J'aime pas la récup, ça non, ça a aucun sens. Donc, j'arrive pas à trouver de points. Et je pense que dans le bodybuilding pur, on parle vraiment du sport, on parle pas du autour, c'est-à-dire potentiellement les réseaux, etc., etc., ou l'influence, mais dans le bodybuilding pur, c'est-à-dire aller s'entraîner, manger, récupérer, monter sur scène, subir bien une prépa, avoir faim, ne pas avoir faim, être gras, être maigre, etc. Personnellement, j'aime absolument tout. Et ouais, j'aime absolument tout. Mais pour autant, peut-être qu'il y a certaines personnes, et dites-le nous en commentaire, est-ce qu'il y a quelque chose dans le bodybuilding que Bien vous sûr. n'aimez pas ou alors qui vous freine? Mais je pense que s'il y a quelque chose qui vous freine, comme je l'ai dit, c'est tellement personnel le bodybuilding, on peut tellement l'appliquer de plein de façons différentes que vous allez forcément trouver quelque chose pour pallier, trouver une solution à ce qui vous freine au problème et ce que vous n'aimez pas. Donc au final, vous allez dire la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, parce que vous aurez trouvé une solution et ça sera même plus un problème du coup. Je pense Ouais, et puis que, quand tu as ouais. un plan et une vision et que tu sais où tu veux aller, au contraire, c'est plus plaisant et même c'est challengeant et c'est ça justement Hmm, qui est bien. Et ce serait absolument bête pour ma part de dire actuellement que ça me plaît pas, alors que au-delà d'être ma passion, c'est mon métier. C'est de ça que je vis et que je peux en vivre et faire en sorte que des personnes puissent aussi progresser. Donc ce serait un peu bizarre de dire que ce que je fais de la plupart de mes journées ne me plaît pas. Je pense que si c'était le cas, je ferais ce serait simplement pas autre ça. chose parce que bah il y a aucun intérêt de faire quelque chose que t'aimes pas.
J'en profite d'un petit instant tout simplement pour vous dire que si vous aimez le podcast, si ça vous intéresse, les sujets, que vous voulez participer en nous posant des questions, en nous donnant des sujets également de podcast, vous pouvez le faire sur Spotify ou sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, FloPTR et Florentin.tf. Il y a également le compte du podcast, No Limites Nati Podcast, sur Instagram. Si vous êtes également intéressé de travailler avec Florian ou avec moi dans la Team Flow, que ce soit pour des objectifs lifestyle ou des objectifs compétition, on vous mettra également le lien du formulaire dans la description YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer, à poser vos questions et tout simplement à nous dire également ce que vous avez pensé du podcast. Ok. Prochaine question, avant-dernière question, c'est une question qui également touche à l'entraînement essentiellement. Est-ce qu'en gros, avoir les genoux qui rentrent en fin de série, ou d'ailleurs pas en fin de série, est-ce que c'est gênant? Donc, est-ce que les genoux qui rentrent, et je pense que c'est la question est forcément posée sur des patterns à forte flexion de genoux, de hanches, type squat, type hack squat, type presse aussi potentiellement, est-ce que c'est dérangeant? Je te laisse commencer. Ok. Alors, c'était posé en mode léger, non? Ça rentre légèrement, je crois. Ah oui, C'est il y a pour ça que légèrement, ouais, exact. c'est pour ça. En fait, c'est léger à quel point? Parce qu'encore une fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est léger pour moi? Ça rentre un peu, ça peut être déjà beaucoup. Euh, alors, c'est aussi une conversion que j'ai déjà eue et j'ai entendu pas mal de choses. Alors, il y a eu souvent eu le cas des kinés, ce genre de choses-là, etc., qui disaient, parce qu'on le voit souvent beaucoup chez pas mal de power qui font du squat, qui à la fin rentrent effectivement énormément les genoux pour remonter les derniers mouvements. Et ça se voit beaucoup et en soi, que c'est pas trop grave et que c'est pas trop un problème. Je pense que ce cas-là, c'est possible en power. En bodybuilding, le seul point, et moi je l'ai vu souvent sur pas mal de personnes et sur le long terme, il y a des pathologies qui commencent à arriver au genou, des douleurs au genou, des problèmes au genou, sur la flexion de genou, etc. Ça empêche pas mal de choses et ça peut remonter jusqu'à la hanche, la cheville, etc. Et je pense que c'est pas forcément adapté au bodybuilder parce que justement, le but d'un power, et je vais peut-être froisser quelques power dans ce podcast-là, mais pour moi, c'est la vérité. Il y a énormément de power où l'objectif, c'est de pousser la charge un peu importe à quel muscle tu Ah utilises, oui, tu vois. Parce qu'on voit oui, typiquement, clairement, les squats. clairement. La plupart des squats, pour moi, c'est des soulevés de terre, tu vois. Simplement, au lieu d'avoir la barre dans les mains, tu l'as ici. Tu vois, tu pousses vraiment, tu remontes tout avec ton bas du dos. Donc, c'est Tu vas presque comme prendre si tu les faisais un leviers les soulevé de terre. plus, ouais, les leviers les Tu plus vois? favorables. Tu vas Ouais, prendre c'est les leviers ça. les plus favorables. Ouais, logique. Exactement. Donc, effectivement. Et ça, c'est le power. Un bodybuilder, le but d'un bodybuilder, c'est de pousser la charge avec le muscle qui doit être utilisé. Donc, effectivement, si c'est avec une presse, bon, il y aura un peu du haut du corps, mais c'est vraiment beaucoup avec le bas du corps. Alors, en soi, même si tu as les genoux qui rentrent, tu vas toujours pousser avec le bas du corps. OK. Mais le but, c'est de pousser avec le muscle qui est le plus concerné. Si tu pousses beaucoup de ta presse ou tu as beaucoup de tension qui va s'appliquer sur ta hanche, alors que tu veux de la flexion de genou, parce qu'effectivement, tu as les genoux qui rentrent, donc tu as la hanche qui prend un peu le relais, ou tu as les genoux qui sortent énormément et du coup, c'est tes adducteurs. Il n'y a pas forcément trop d'intérêt. Donc, en gros, si tu peux garder tes genoux dans l'axe au maximum, c'est mieux. Souvent, c'est parce que c'est trop lourd, c'est parce que c'est mal maîtrisé. Il y a un problème au niveau du gainage, il y a un souci également au niveau de la respiration. Donc ça, il faut revoir. Hors pathologie, ça je le précise bien, hors pathologie ou souci de naissance, mais en règle générale, plus tu pourras garder tes genoux dans l'axe, mieux ce sera pour ta colonne, pour ton bassin, pour tes quadriceps, pour ta cheville, pour tout le reste et pour toutes les pathologies potentiellement. C'est comme si maintenant, au moment où tu faisais un leg extension, tu as les genoux qui rentrent. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un leg extension qui ressemble à ça. Tu vas chercher à avoir une extension qui est le plus favorable comme ça, à Hmm, aligner au maximum tes jambes. Ben, c'est un peu la même chose selon moi sur une presse. Si tes genoux rentrent, c'est qu'il y a potentiellement une faiblesse ailleurs. Dans ce cas-là, si la faiblesse elle continue, elle va entraîner une autre faiblesse et qui risque d'avoir un muscle du coup qui va être c'est ça, déficitaire, pardon. Et c'est ce qu'on veut corriger au maximum en bodybuilding, puisque c'est le but du bodybuilding, c'est modeler le corps à l'inverse complètement du power où on s'en fiche un petit peu presque avec quoi tu pousses ou tu tires, ce qui est c'est ça. véridique. Donc Et si tu compenses pour moi c'est voilà, c'est léger, mais si tu peux le corriger au plus vite, c'est mieux. ouais, si tu compenses sur un mouvement, quoi qu'il en soit, que ce soit genou vers l'intérieur ou non, pense aussi que cette compensation-là, elle va potentiellement avoir d'autres impacts sur un autre endroit de ton corps et ça peut, si c'est vraiment dans l'extrême et surtout répété, sur du long terme, ça peut te poser des douleurs. Maintenant, je pense que, encore une fois, ça dépend de ce que tu entends par léger. Si tu n'as pas de pathologie, il n'y aura pas forcément de problème. Au contraire, si c'est soit trop prononcé, avec une charge trop lourde et fait de manière trop fréquente,
Je pense que, et j'avais vu ça aussi, ça peut clairement te poser des problèmes au niveau des genoux et au niveau des ligaments croisés, notamment antérieurs. Je- et ça me paraît clairement pas déconnant parce que c'est pas un axe qui va être clairement favorable pour tes articulations. Donc attention à ça. Et je serais même très curieux de savoir pourquoi certains powers le font. Est-ce qu'ils le font volontairement ou est-ce que c'est tout simplement, comme tu as dit, ils cherchent à pousser la charge Ouais, c'est pour pousser le plus d'une fort manière ou possible. une autre? C'est ce qu'on disait. Ouais. C'est Mais pour après, pousser ou tirer je le plus connais fort tellement possible. rien Donc, là-dessus que potentiellement il y a une raison. Mais voilà, tout ce qu'un body ne veut pas faire, quoi. Enfin, pas ouais. faire bêtement et mal, quoi. Mais du coup, je dirais, ouais, si c'est léger, c'est OK. Si ça te cause des douleurs et que c'est trop important, tout simplement revois ta technique, revois ta charge et ce sera la meilleure des choses à faire parce que ce que l'on veut en bodybuilding, c'est perdurer le plus possible. Et ça serait bête de se blesser, surtout au niveau des genoux. Après, ça devient quand même très compliqué sur beaucoup de mouvements, notamment sur le bas du corps, quoi. Dernière question. Quelle est la priorité avec un nouveau client, entre parenthèses, programme, diète, hygiène de vie, etc. Je peux répondre, tu peux répondre comme tu veux. Non, mais vas-y, y a pas de souci, hein, tu peux y aller Ok. 100%. La priorité avec un nouveau client, en tout cas ce que je fais quand, comme ils aiment bien dire, comme ils aiment bien dire, jeune board un client, euh, ça va être de mettre à plat son environnement, sa vie. J'aime bien commencer avec un nouveau client en mettant au moins 2 semaines de récomp et ça dépend vraiment les profils. Donc, des semaines de récomp, c'est une phase pour moi qui est nécessaire dans lequel, selon après, si je sais qu'on va partir en masse, la récomp elle va se tourner très légèrement vers un léger surplus. Si je sais qu'après on va partir en mini-cut par exemple avec un léger déficit, mais le but c'est ne pas faire varier trop le poids, ne pas rentrer trop rapidement dans le plan pour avoir le temps de mettre tout à plat. Que ça soit ton stress, que ça soit ta diète, la prise en main du programme, la communication également avec moi, l'utilisation du sheet, faire des premiers check-in qui sont complets et tout simplement que je sois sûr que lorsque on rentre réellement dans la phase que l'on veut faire, si ton but par exemple c'est perdre du poids, rentrer dans la cut, ou si c'est prendre de la masse, commencer une phase de masse, ça soit fait de la meilleure des manières, sans avoir de risque de se blesser, soit sans perdre de temps, sans commencer à foirer le début d'une phase de masse ou le début d'une phase de cut. Vraiment que tous les feux soient ouverts. Donc à la fois sur ton aspect psycho, commencer à gérer ton stress, ton environnement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, commencer à mettre de bonnes habitudes, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur le coucher, que ce soit la diète, est-ce que tu arrives bien à suivre ta diète? Si c'est une diète fixe, est-ce que tu fais bien tous tes repas? Si c'est une diète flexible, commencer à voir comment tu traques tes macros, parce que souvent il y en a qui pèsent pas cru, qui pèsent les choses cuites, qui ne comptent pas l'huile qu'ils mettent dans leur plat, et tout ça, ça peut faire beaucoup de variations sur le plan initial. Donc voilà, que ce soit au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, être sûr et certain que la personne s'entraîne quand même de manière correcte et pas hyper dangereuse avant de partir, par exemple, sur une phase de mini-cut où ben, il y aura un déficit calorique, il aura moins de récupération, donc plus de chances de se blesser. Donc voilà, d'abord mettre tous les feux ouverts pendant, voilà, j'ai envie de dire à peu près 2 semaines, si c'est nécessaire de faire plus parce que la personne a besoin de plus pour que tous ces feux soient ouverts, on en fera un peu plus, mais commencer réellement à rentrer dans le dur, rentrer dans le plan initial avec le maximum de points positifs et toutes les clés pour réussir et ne surtout pas aller trop vite, trop rapidement, blesser le client, le démotiver. Et voilà, tout simplement qu'il réussisse l'objectif initial, c'est-à-dire pourquoi il est venu vers moi. Ouais, moi, j'ai vu la question dans le sens priorité, dans le sens où effectivement il y a une nouvelle personne qui signe, on se dit ok, bah, le temps de faire la prog, etc. Quelles sont les priorités à ce moment-là, au moment où tu te mets sur la prog? Donc tu as Mais c'est un répondu aspect. effectivement. Pour moi, les priorités à ce moment-là, comme un peu, c'est en gros un petit peu de faire une audite un petit peu de ce qui est mis en place actuellement, ce qui est bien, et ce qui peut être largement amélioré. Parce que le but, effectivement, de prendre un coach, c'est d'améliorer les choses. Si c'est pour que ce soit pire ou que ce soit moins bien, il y a aucun intérêt si tu n'apprends rien de plus. Donc, en fait, c'est faire les bonnes modifications pour mettre tout en place pour voir ce qui va et ce qui va pas. Ça, c'est le premier point. Et du coup, le deuxième point suite à ça, c'est rentrer en détail dans le physique. Donc, comment est le physique actuellement? Donc, analyser un petit peu le physique, les points forts, les points faibles, la structure en général, les habitudes qu'il a actuellement, selon les questions qui ont été posées, sa prog actuelle,
C'est sa diète actuelle, les antécédents médicaux, bref, tous ces genres de choses-là qui, effectivement, qui peuvent soit poser problème, soit qu'on peut améliorer. Et ensuite, du coup, c'est mettre en place simplement la prog en fonction de ça, donc en fonction du physique, en fonction de l'objectif. L'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est une compétition? Est-ce que l'objectif, c'est du coup men's physique? Est-ce que c'est classique physique? Donc ça pourra changer sur la prog. Et ou simplement, même si c'est lifestyle, mais bref, quel est l'objectif suite à ça? Qu'est-ce qu'il a comme matos à la salle? Combien de temps il a pour s'entraîner? Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important au tout début. Voilà comment moi, je le comprends, tu vois, ce que je vais regarder. Et après, bien sûr, c'est de faire la vidéo en expliquant vraiment tout ça. Mais en gros, la priorité, c'est toujours de voir ce qui est mis en place, ce qui peut être amélioré et comment je vois améliorer les choses et expliquer comment améliorer les choses. Voilà pour moi la priorité, effectivement, sur une nouvelle personne qui vient. Et après, ça découle le plan, si c'est une sèche, une prise de masse. Effectivement, généralement, commencer directement avec une prise de masse, comme tu as dit. C'est extrêmement rare, c'est arrivé très très peu de fois. C'est parce qu'effectivement la personne était déjà bien dans sa routine et on avait pu discuter déjà un petit peu avant et au final ça allait bien. Mais généralement effectivement il y a potentiellement soit allez, un mois de maintien, tu vois, histoire de rentrer vraiment dedans, d'y aller, ou alors effectivement c'est une recomp, ou alors c'est une sèche, ou alors c'est une mini cut, ou alors c'est voilà, mais c'est rare que ce soit directement une prise de masse parce que simplement juste on veut d'abord s'assurer aussi que tu sois bien dans ta routine et ensuite on peut y aller et même si jamais c'est un mois de maintien. Donc, au niveau des calories, ton poids il stagne, mais par contre, tu es, nouveau sur la prog et tu as une nouvelle hygiène un peu de vie pour certaines choses qui sont un peu modifiées, comme les calories par exemple, ou les plus souvent, c'est ça le cas, un peu plus de protéines, plus de glucides. Bah, c'est déjà en fait une nouvelle chose et ça va forcément t'amener de la progression. Donc, voilà les priorités selon moi avec un nouveau client, ouais, s'assurer, faire une audit, voir ce qui va pas, garder ce qui est potentiellement bien pour justement que ça puisse aller plus vite et modifier ce qui peut être modifié. Ouais, top. Je pense que ta réponse, elle est quand même bien complémentaire avec la mienne, finalement. C'est plutôt bien que des fois qu'on pense pas directement au même sens ou à la même chose. C'est comme ça, on peut apporter de la nuance et pas mal de choses. Euh, le podcast touche à sa fin. On a pu répondre à quasiment toutes les questions. Il est bien assez long. On a pu apporter pas mal de valeur ajoutée, je pense. Et j'espère qu'on vous a aidé au mieux sur toutes les questions que vous aviez. Voilà, tout simplement. Donc, merci encore une fois pour votre écoute, pour votre confiance et pour simplement à quel point le podcast se développe, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify. Vos Ouais. retours, même vos retours sur Instagram, etc. Ça nous fait extrêmement plaisir. On va continuer de la sorte et personnellement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ça me permet de traiter pas mal de points, même faire des formats un peu différents comme ça pour les FAQ. Donc, merci à tous pour votre écoute et on se dit à un prochain podcast. Merci Flo, à la prochaine. Ciao tout le monde, merci à tous.